Pourquoi j'ai quitté la France il y a près de 14 ans et pourquoi je n'y reviendrai probablement jamais pour y vivre à temps plein. Je suis né en France, j'y ai grandi, j'y ai tout construit, ma passion, mon corps, mon identité. À 14 ans, j'ai commencé la musculation au poids du corps dans ma chambre. Bien sûr, pas d'iPhone, évidemment, pas de salle. Juste moi, des pompes, des abdos et une vision. Et à 16 ans, j'ai franchi le cap d'aller en salle. À l'époque, je savais qu'il fallait du courage pour pousser de la fonte. T'avais aucun réseau social pour te valoriser. Tu transpirais dans l'ombre et tu progressais parce que t'avais vraiment faim. Mais une vraie faim. Pas celle qui cherche des likes, pas celle qui cherche de la reconnaissance, mais du respect de soi. J'ai fait des études longues pendant plus de 8 ans après le bac, brevet d'état à Cumèze, master STAPS, préparateur physique de sportifs de haut niveau. Et on m'avait dit, passe des diplômes, tu verras, ça paiera. Et j'y ai cru. Et j'ai passé tous les diplômes que je pouvais passer, mais au final, je me suis retrouvé à faire du coaching à 30 balles de l'heure dans une salle, à enchaîner et attendre que le mois se termine. Et parfois, je pouvais bosser 50 heures par semaine. Je courais partout et pendant ce temps-là, mes potes me disaient, bah, t'as de la chance de vivre de ta passion. Sauf que la passion, elle, ça me bouffait. Parce qu'en France, quand tu veux réussir, en fait, tu te déranges. Tu te lèves plus tôt que les autres, tu passes pour un fou. Tu manges propre, tu es extrême. Tu veux gagner plus, tu passes pour un mec arrogant. Et si tu oses rêver plus grand, alors là, tu deviens un problème. J'ai toujours respecté mon pays. La France m'a formé, la France m'a appris la discipline, la rigueur, le goût de l'effort. Mais un jour, j'ai commencé à étouffer. Pas physiquement, mais intérieurement. À force de rester entouré de gens qui te disent de lever le pied, bah, tu finis par douter de ta propre intensité. À force d'entendre « sois raisonnable », bah, tu te demandes si c'est toi le problème ou alors si c'est juste ton environnement qui est trop petit pour tes ambitions. Alors, en 2011, j'ai tout quitté. J'avais 30 ans et j'ai pris un billet pour Miami. Aucun contact, aucun plan B, un anglais pourri, approximatif, juste une valise et une promesse que je m'étais faite à moi-même, ne jamais revenir en arrière. Et c'était pas un caprice, c'était une question de survie mentale. Et je sais que cette vidéo peut déranger, je sais que certains vont se sentir jugés ou alors penser que je crache dans la soupe, mais je suis pas du tout là pour ça. Je suis pas là pour insulter la France, je suis là pour témoigner. Parce que j'en ai marre d'entendre des mecs me dire « Hé, frérot, t'as de la chance ». Non, j'ai pas eu de chance. J'ai bossé, j'ai sacrifié, j'ai résisté et surtout, j'ai eu le courage de partir et tout quitter. Partir, c'est pas fuir. Partir, c'est parfois se libérer. Et moi, j'avais besoin d'air, de lumière, de silence pour écouter ma propre voix intérieure. Celle qu'on n'entend plus quand tout autour te dit de te contenter de peu. Alors oui, j'ai quitté la France, mais pas pour lui tourner le dos, mais parce qu'elle ne me ressemblait plus. Et aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi je suis parti. Ce que j'ai trouvé ici et ce que j'ai laissé là-bas. Et pourquoi, même si j'aime encore ce pays, je ne pourrai probablement jamais y revenir comme avant. Alors, c'est pas du tout une vidéo politique, c'est pas un règlement de compte, c'est juste une confession. Une lettre ouverte, une vérité personnelle et peut-être un électrochoc pour certains. Alors, bienvenue dans mon histoire. J'ai jamais haï la France. Au contraire, j'y suis né, j'y ai grandi et pendant longtemps, j'y ai cru. Enfant, j'étais fier d'être français, j'adorais la langue, les valeurs, le rythme. On m'avait appris que si tu bosses dur, tu t'en sors, que si tu fais bien les choses, tu gagnes le respect. Et moi, c'est tout ce que je cherchais. J'étais un gamin discret, pas sûr de lui, pas à l'aise dans son corps. Mais j'avais un truc dans la tête. Je vais me transformer, je vais devenir fort. Fort physiquement, mais surtout fort mentalement. Et à 14 ans, j'ai découvert la musculation au poids du corps. Pas dans une salle, non, dans ma chambre. Je faisais des pompes à n'en plus finir, des abdos et une barre de traction par la suite accrochée à ma porte. Et j'avais pas grand chose, mais par contre j'avais la flamme. Et surtout une certitude, si je me donne à fond, je peux changer ma vie. J'ai tout fait dans les règles, 8 années d'études après le bac, brevet d'état, DUG, licence STAPS, master STAPS, prépa physique. Bref, j'étais sérieux, rigoureux, motivé. J'étais ce mec qui arrivait à la salle à 6 heures pour un client et qui restait le soir jusqu'à 22 heures, voire même parfois plus. Et j'y croyais à fond. Et je me disais, si je me forme, si je bosse, si je donne tout, alors la vie va me récompenser. Mais j'ai vite compris un truc. En France, quand t'es trop carré, eh ben tu déranges. Quand tu bosses plus que les autres, on te regarde comme si t'avais un problème. Quand tu rêves plus grand, on te dit de redescendre. Tu fais attention à ce que tu manges? On va te répondre, tu vas t'envoler avec tes blancs d'œufs. Tu t'entraînes tous les jours, mais t'as rien d'autre à foutre. Tu lances un business?
Franchement, Julien, trouve-toi un vrai métier. Et ça, c'était pas juste des inconnus. Parfois, c'est même ceux que tu aimes, ta propre famille, tes amis d'enfance, ceux qui te disent d'arrêter de rêver, ceux qui ne comprennent pas pourquoi tu refuses la petite vie tranquille. Ce que j'aimais dans la France de mon enfance, c'était la culture de l'effort, le mérite, le respect. Mais ce que j'ai vu grandir autour de moi, c'était l'inverse. Un pays qui nivelle par le bas, où on préfère que tout le monde reste dans la norme, plutôt que de voir un mec sortir du lot. Un pays où l'égalité est devenue plus importante que l'excellence. Et quand tu commences à avoir un peu de résultats, un corps affûté, un business qui décolle, une voiture un peu différente, alors là, t'es plus inspirant, t'es suspect. Je ne me suis jamais senti supérieur à personne, mais je savais que j'étais différent. Quand j'étais prêt à faire des choses que les autres n'étaient pas prêts à faire, me lever plus tôt, travailler plus dur, refuser de me plaindre, et ça, en France, ça dérange. Et à force, j'ai commencé à me sentir seul. Pas seul physiquement, mais seul mentalement. Je rentrais plus dans aucune case. Trop musclé pour les intellectuels, trop diplômé pour les sportifs, trop ambitieux pour les salariés, trop libre pour les managers. Et c'est là que j'ai commencé à penser au départ. Mais pas comme une fuite, mais plutôt comme une délivrance, une naissance. Je voulais pas juste mieux gagner ma vie, je voulais vivre aligné. Pouvoir avancer sans qu'on me freine, pouvoir m'exprimer sans avoir à me justifier, pouvoir inspirer sans avoir à me cacher. La France m'a formé, elle m'a appris la discipline, le respect, le détail, mais elle ne m'a jamais donné la place pour devenir entièrement moi-même. Alors j'ai compris, cette France que j'aimais n'existait plus. Elle m'avait élevé, mais elle ne pouvait plus m'élever. Et à partir de là, j'ai su qu'il fallait que je parte. Personne ne voit l'étouffement arriver. Et c'est pas une explosion, non, c'est une érosion silencieuse. Une fatigue mentale qui s'installe, un vide que tu ressens même quand tout semble aller bien. Et tu continues, tu avances, tu fais semblant, jusqu'au jour où, t'y arrives plus. Moi, j'ai pas quitté la France du jour au lendemain. Ça s'est joué en couches, en blessures accumulées, en signaux ignorés. Pendant des années, j'ai serré les dents, j'ai bossé, j'ai tout donné, j'ai respecté les règles, suivi les études, empilé les diplômes, les brevets d'état, les licences, les masters, les prépas physiques, tout. Bref, je voulais être irréprochable, prouver que je méritais ma place. Mais plus j'avançais et plus je dérangeais. Parce que ma rigueur, ma discipline, ma vision dérangeaient. Et dans ce pays, on te tire pas vers le haut, on te ramène à la norme. Tu veux manger clean, tu passes pour un extrémiste. Tu veux t'entraîner tous les jours, on te traite de malade. Tu veux créer un business en ligne, on se moque de toi. Mais le pire, c'est pas les critiques, c'est la solitude que ça crée. Parce que quand personne ne comprend pourquoi tu vis à fond, tu finis par te demander si t'es pas un problème. Et cette question, en fait, elle m'a rongé jusqu'à la rupture. Je vivais une relation à l'époque, une relation qui, je croyais, allait m'ancrer, me stabiliser, me soutenir dans ce que j'étais en train de bâtir, mais petit à petit, elle aussi a commencé à douter de mes choix, de ma vision, de mon rythme. Et elle me disait, tu vis comme un robot, tu crois vraiment que tout ça, ça va te rendre heureux? Et moi, je savais même plus quoi lui répondre. J'étais en train de construire une vie, mais j'étais en train de tout perdre autour de moi. Et quand elle est partie brutalement, quelque chose s'est brisé définitivement. Et je me suis retrouvé seul, vraiment seul. Plus de piliers affectifs, plus de miroir extérieur pour valider mon chemin, juste moi et ce que j'avais dans le ventre. Et tu sais quoi? C'est peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que ce jour-là, j'ai compris un truc essentiel. Personne ne viendra te sauver. Et personne ne te comprendra complètement. Sauf si toi-même tu assumes ce que tu portes. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Si je devais tout reconstruire, ça serait ailleurs. Si je devais renaître, ça serait loin. La France m'avait tout donné, mais elle n'avait plus rien à m'offrir. Ou plutôt, elle ne supportait plus ce que je devenais. J'ai vendu tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais, pris mon billet et je suis parti. Pas pour fuir, mais pour respirer, pour vivre une vie alignée, pour arrêter de survivre dans une cage. Parce qu'à un moment, tu pars pas parce que tu détestes ton pays, tu pars parce que tu refuses de te perdre dans un pays qui n'est plus fait pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. Ce jour-là, je suis né une deuxième fois. On croit souvent que partir, c'est un claquement de porte, un billet d'avion, un coup de tête. Mais en réalité, avant chaque départ, il y a un point de bascule. Et moi, ce point, c'était en 2011. J'avais tout juste 30 ans, je venais de vivre une rupture très difficile, un de ces moments où tu sens que tout s'écroule, mais qu'en fait, tout commence. Je vivais à Montpellier, j'avais tout construit ici, mes diplômes, mon début de carrière, ma réputation dans les salles de sport, mais je tournais en rond, trop à l'étroit, trop observé, trop jugé. J'étais en train de devenir l'homme que j'avais toujours rêvé d'être, mais dans un environnement qui ne voulait pas de cette version-là de moi. Et ce jour-là, j'ai su, il fallait que je parte.
Pas juste pour voyager, pas pour fuir, mais pour renaître, pour respirer, pour me prouver que ce que j'avais au fond de moi avait le droit d'exister quelque part dans ce monde. Alors j'ai vendu tout ce que j'avais, mon appart, mes affaires, j'ai pris une valise, un rêve et je suis parti à Miami. Au départ, c'était censé durer 1 mois. J'ai pris des cours d'anglais à l'école EF Miami pour m'intégrer, pour pas me sentir seul, mais très vite j'ai compris que c'était en fait pas un test, c'était une révélation. Le soleil, l'océan, la liberté, l'énergie dans les rues, les gens qui te félicitent pour ton physique au lieu de t'humilier, j'étais à ma place, enfin. Mais c'était loin d'être simple. J'avais pas de visa, évidemment, pas de réseau et encore la phobie de l'avion. Au début, je faisais des allers-retours entre la France et les USA. En 2012, je restais les 3 mois autorisés, puis je repartais et à chaque fois que je quittais Miami, c'était un arrachement. Je savais que c'était ici que ma vie m'appelait. Et c'est pendant cette période, en revenant en France, que j'ai rencontré Marjorie. Et on s'est croisés à un moment clé. J'étais entre 2 mondes. Elle avait ce calme, cette force tranquille, et elle a tout de suite cru en mon projet. On est tombés amoureux et très vite, elle est devenue ma coéquipière. Dans la vie, dans l'entrepreneuriat et dans ce rêve américain qu'on allait poursuivre à 2. Mais ça restait un combat. J'ai passé des mois à chercher un visa, à frapper à toutes les portes, à tomber sur des arnaques et puis à recommencer encore et encore et encore. Et puis en 2013, après 1 an et demi d'efforts acharnés, j'ai enfin obtenu mon visa O1. Donc le O1, c'est le sésame pour ceux qu'on considère comme talent exceptionnel entre guillemets. Et là, j'ai compris. Le vrai départ, c'était pas le vol en 2011. C'était maintenant. Je pouvais enfin revenir, m'installer, construire, créer, bâtir quelque chose de durable. Et début 2014, 2 ans après notre rencontre, Marjorie et moi, on s'est mariés à Fort Lauderdale sur la plage. Pas juste pour l'amour, mais pour l'engagement, pour le symbole. 2 Français devenus ensuite Américains par choix, 2 guerriers du quotidien liés par la même vision, construire une vie libre, une vie alignée, une vie choisie. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Quand je suis arrivé à Miami pour la première fois, c'était pas un plan de carrière, c'était un acte de foi. J'avais pas de réseau, pas de sécurité, pas de certitude, juste un rêve et une promesse à moi-même. À ce moment-là, j'étais déjà diplômé, préparateur physique, coach sportif, j'avais coaché des centaines de clients, j'avais fait mes preuves, mais ce que je voulais, c'était me tester. Je voulais me prouver que je pouvais exister à l'international, me frotter au meilleur, écrire ma propre légende. Et comme souvent dans ma vie, c'est la douleur qui m'a poussé à faire un saut. Cette rupture amoureuse m'avait fracassé, j'étais vidé, brisé, mais au fond de moi, je savais que c'était l'opportunité de renaître. Alors quand j'ai tout vendu, je suis parti et c'est là vraiment que tout a commencé. Pas comme une success story, non, mais comme un combat. Miami, c'est pas Instagram, c'est pas uniquement les palmiers et les Lamborghini. C'est des nuits seules sans savoir si tu vas avoir ton visa. C'est des appels avec des avocats qui te demandent 5 000 $ juste pour déposer un dossier. C'est des agences de modèles ou de mannequins qui te demandent de payer pour des shootings foireux juste pour t'entendre dire « we'll call you ». Mais j'ai tenu bon, comme toujours, parce que j'avais une mission. Et pendant que je me battais pour exister ici, je me suis remis en scène, littéralement. J'ai commencé à refaire des compétitions. Mais pas comme en France. Là, je visais vraiment plus haut. J'ai repris les compétitions, d'abord Musclemania en men's physique, puis après la NPC avant de passer en IFBB Pro. 35 compétitions, dont 6 en tant que professionnel. Je me suis préparé comme un guerrier. Tu connais ce mindset si tu as déjà fait une prep sérieuse. Tu refuses les restos, tu refuses les anniversaires, tu vis avec ta gamelle, avec tes plats préparés, ta balance et ton cardio à jeun. Et j'ai passé un Noël entier à manger du poisson blanc, des épinards pendant que tout le monde se goinfrait de foie gras. Et ça, je l'ai fait sans broncher parce que j'avais une vision, une exigence. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est ce que ça te coûte. À cette époque, je vivais dans un petit condo à Miami avec vue sur la mer, magnifique, mais j'étais seul, tout seul. J'avais quitté mon pays, ma famille, mes amis, je sacrifiais tout pour une place sur scène. Et parfois, je gagnais rien de plus qu'un trophée en plastique et un t-shirt. Mais je faisais pas ça pour les trophées ni pour les likes, je le faisais vraiment pour l'homme que ça me forçait à devenir. Et la muscu, c'est pas un sport de confort, c'est un sport de solitude, de discipline, d'humilité. Tu fais 1000 efforts pour 1% de résultat. Mais cette discipline, cette obsession, elle m'a forgé, elle m'a préparé à l'entrepreneuriat. Parce que oui, j'ai fait des compétitions, mais surtout, j'ai commencé à bâtir mon propre business en ligne. J'étais parmi les premiers Français à me lancer dans le coaching en ligne, dans les plans diète, dans les programmes d'entraînement personnalisés, avant que ça devienne la norme. À la base, j'envoyais des pauvres fichiers Excel depuis mon petit appart de Miami, sans YouTube, sans followers, juste avec la sueur et le mental. Et petit à petit, j'ai commencé à me faire un nom.
D'abord dans la musculation, sur Facebook, puis ensuite sur YouTube, puis ensuite comme entrepreneur. Et c'est là que j'ai compris mon vrai terrain de jeu. C'est pas juste la scène, c'était la vie elle-même. Et chaque compétition, chaque refus de visa, chaque nuit d'angoisse m'a appris à me relever. Et à chaque échec, j'ai posé une brique. Et aujourd'hui encore, tout ce que je suis, je le dois à cette traversée du feu. C'est pas Miami qui m'a transformé, c'est ce que j'ai dû devenir pour survivre à Miami qui m'a transformé. Et c'est pour ça que je pourrai jamais revenir en arrière. Pendant plus de 25 ans, ma vie a tourné autour d'une seule chose, le dépassement. Et pendant longtemps, ce dépassement est passé par la scène. Plus de 35 compétitions, des victoires, des défaites, des sacrifices, des kilos de brocolis, de riz, de blanc d'œuf, de poulet, des litres de sueur et surtout des années entières à vivre en mode guerrier. J'ai commencé avec Musclemania, puis j'ai gravi les échelons, j'ai changé de fédération et en 2016, après une année folle où j'ai enchaîné les compètes, j'ai enfin décroché ma carte IFBB Pro. Pour moi, c'était vraiment le Graal, c'était le rêve de mon adolescence matérialisé, suivre les traces d'Arnold. Et pourtant, ce que personne ne dit, c'est qu'une fois en haut, tu te retrouves seul. Parce qu'au sommet, il n'y a plus de repères, plus de balises, juste toi, ton reflet, ton vide intérieur. Je pensais que cette carte pro allait me combler, que ça allait me libérer, mais au fond, je savais que je ne pouvais pas rester coincé à vie dans une boucle de diète, d'eau coupée, d'épuisement mental. La compétition m'a forgé, oui, mais elle m'a aussi épuisé. Et je me souviens des dernières compétitions, des derniers shows, et notamment celui de San Marino en Italie en 2019. Je montais sur scène pour la dernière fois pour prouver que j'étais encore capable. Mais mon cœur, lui, était déjà ailleurs. Par la suite, je suis devenu père, j'ai construit un business solide et surtout, j'avais compris que ma vraie mission n'était plus de gagner des médailles, mais d'élever les autres. Alors j'ai pris la décision la plus difficile pour un compétiteur, j'ai tourné définitivement la page. Pas parce que j'en étais plus capable, mais parce que j'avais mieux à construire. J'ai commencé à me consacrer à 100% à mon business en ligne, à transmettre ce que j'avais appris, à aider d'autres hommes à se relever, à devenir eux aussi des versions plus puissantes d'eux-mêmes. Et je parle pas juste de transformation physique, je parle de transformation de vie. J'ai créé mes propres programmes, mes propres plateformes, ma propre application. J'ai structuré un écosystème autour de ma vision. J'ai arrêté les PDF envoyés par mail. J'ai monté des tunnels, des vraies expériences digitales, des groupes privés, des lives de coaching, des formations entières. Et aujourd'hui, je suis plus seul. J'ai une équipe, j'ai des élèves, j'ai des ambassadeurs, j'ai une communauté. Tout ce que la scène m'avait appris, je l'ai recyclé dans ma nouvelle mission. Construire des hommes solides. Des pères présents, des entrepreneurs alignés, des leaders incarnés. Et tu sais ce qui est fou? C'est que j'ai jamais été aussi libre depuis que j'ai quitté cette cage dorée qui était la compétition. Je me suis pas reconverti, je me suis révélé. Parce qu'en réalité, la scène était juste une étape, une épreuve initiatique. Ma vraie vie, c'est maintenant qu'elle commence. On croit toujours qu'on a le temps, qu'on est invincible, qu'on pourra toujours se relever. Mais parfois, la vie t'arrache les jambes littéralement. En décembre 2017, je me suis fait opérer du dos, une simple hernie discale. Après des années de douleur, de blocage, de nuit à hurler, allongé par terre, j'ai fini par céder, par dire oui à une opération. C'était censé être une opération mini-invasive sous scanner, un truc de base qui allait peut-être me laisser 1 mois de récupération. L'opération, elle devait être simple et rapide. Récupération en quelques semaines, mais rien ne s'est passé comme prévu. Et quelques jours après, j'ai commencé à ressentir des douleurs étranges, violentes. Pas les douleurs post-opératoires habituelles, non, quelque chose de plus sombre, de plus profond. Et je retourne à l'hôpital, aux urgences. Et là, on me parle d'œdème, de complications normales. Mais en fait, je pouvais absolument plus marcher, je pouvais même plus me tourner dans le lit, je pouvais même plus m'asseoir. Et ça a duré 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois, cloué dans un lit d'hôpital sans pouvoir bouger, sans même pouvoir aller aux toilettes. C'était devenu impossible. Mais ma femme Marjorie était là, à mes côtés, chaque jour. Et moi, je faisais semblant que ça allait et je continuais à faire mes coachings en ligne avec mon ordinateur posé sur mes jambes, à poster sur les réseaux, à faire mes vidéos. Mais derrière, j'étais brisé. Mais 1 mois plus tard, je craque, je décide de changer d'hôpital et là, ils découvrent ce que les autres avaient raté. Une bactérie, une espèce de staphylocoque doré contracté à l'hôpital pendant l'opération. Spondylodicite aiguë. J'étais littéralement en train de pourrir de l'intérieur. La bactérie avait bouffé mes vertèbres, mes disques, des trous dans la colonne. Une infection qui aurait pu me tuer. Ils m'ont mis sous antibiothérapie lourde, avec ponction lombaire atroce, un corset rigide et alitement total. 3 mois à l'hôpital, 0 mouvement, 0 autonomie. J'ai perdu du muscle, j'ai perdu du poids, mais ce que j'ai failli perdre, c'était la foi. Les médecins étaient clairs, ils disaient que j'allais mettre 1 an pour remarcher si jamais je remarchais un jour. Et vous aurez peut-être aussi, ils me disaient, besoin d'une greffe osseuse. Mais dans ma tête, tout ça, c'était hors de question. J'étais bodybuilder professionnel IFBB et j'allais pas finir dans un fauteuil. Alors, j'ai tout recommencé, d'abord
de me relever tout doucement, puis de m'asseoir au bord du lit, d'essayer de faire un squat, un seul qui était un véritable exploit à l'époque. Et petit à petit, ensuite, en sortant de l'hôpital, j'ai repris l'entraînement sur mon déambulateur, d'abord en faisant des dips et des pompes, puis aux élastiques, puis ensuite en salle où Marjorie me chargeait les poids sur les machines. Et j'ai montré tout ça à ma communauté, les larmes, les douleurs, les petits pas. Et c'est là que ma chaîne a vraiment décollé. Pas parce que je montrais un corps parfait, mais parce que je montrais un homme qui se relevait. Et 2 ans plus tard, je suis remonté sur scène à San Marino en Italie pour une compétition en classique physique pro avec bien sûr le challenge de ma vie. Ce chapitre, c'est le plus dur de ma vie, mais c'est aussi le plus formateur. Parce que c'est pas la douleur qui détruit un homme, mais c'est l'abandon. Et moi, j'ai refusé d'abandonner. Je me suis reconstruit mentalement, physiquement, spirituellement. Et aujourd'hui, chaque jour où je marche, chaque jour où je m'entraîne, c'est une victoire, une revanche, un rappel que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Mais tant qu'il reste une étincelle, tu peux rallumer le feu. Pour en revenir à la France, pourquoi je ne pourrais probablement pas y revenir à temps plein? Alors oui, chaque été je reviens, j'ai encore ma villa dans le sud de la France, je retrouve mon home gym Titax, mon petit cocon, ma famille, mes racines. Et pendant quelques semaines, oui, c'est super agréable, c'est doux, c'est familier et j'y suis heureux. Je tourne du contenu, je m'entraîne, je revisite les lieux de mon adolescence. Je montre aussi à Nolan où j'ai grandi, où j'ai travaillé. Je partage des moments aussi avec Marjorie, on déconnecte du quotidien américain. Mais au fond, je sais déjà que je vais repartir. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, je m'éteins. Je sais que c'est difficile à dire, encore plus à assumer, mais rester trop longtemps, en fait, c'est un petit peu comme si je perdais de l'élan, de la vision, de l'énergie. Et je suis pas devenu américain par hasard. C'était pas juste une expatriation pour le soleil ou les palmiers. C'était une véritable transformation identitaire. Je suis plus le Julien qui a grandi en France. Je suis devenu un homme différent. Et la vérité, c'est que je pense que je pourrais plus retourner vivre en France à l'année. Pas parce que je la rejette, mais parce que je m'y sens plus pleinement vivant. Il y a là-bas une énergie qui me convient plus vraiment, une mentalité qui me tire vers l'arrière, une forme de stagnation sociale, mentale, entrepreneuriale, qui finit par me bouffer à petit feu. Et pourtant, j'ai encore toutes ces attaches, tous les souvenirs, la famille, et même il y a un projet de studio de cinéma qui va très bientôt sortir aussi, que j'ai vu passer, et je me suis même demandé, et si un jour j'avais ma propre série ici, si le cinéma en fait venait à moi, c'est peut-être un signe. Et ça, c'est vrai que c'est un rêve que je porte dans ma tête, dans ma vie, depuis plusieurs années. Et peut-être effectivement que c'est la seule chose qui pourrait me faire revenir. Pour tourner, pour créer, pour inspirer, oui, là oui, évidemment. Mais là, pour le moment, vivre à l'année, m'y installer de nouveau, honnêtement, je pense pas. Parce que je sais ce qui se passe au bout de 2 mois, je commence vraiment à m'ennuyer, je perds ma clarté, je perds mon feu. C'est un petit peu comme si mon environnement n'était plus calibré pour qui je suis devenu, comme si ma fréquence n'était plus en phase en fait avec le système. Et aux États-Unis, du moins à Miami, j'ai trouvé ce qui me nourrit, l'ambition sans honte, la vision à grande échelle, la possibilité de créer quelque chose de vraiment immense sans devoir me justifier à chaque pas. Alors non, je suis pas parti pour fuir, je suis parti pour respirer, pour me reconstruire, pour devenir un homme libre, aligné, fier. Et une fois que tu goûtes à ce niveau de liberté, à ce niveau d'expression, de vérité, tu peux plus vraiment revenir en arrière. Alors non, je pense pas que je pourrais y revenir pour de bon, même si j'y ai laissé une partie de moi, même si j'y retourne encore l'été, même si j'ai encore ma maison. Parce que maintenant, je sais, je suis un homme du mouvement, de la création, de l'impact, et cet homme-là, il peut pas s'épanouir dans une vie figée. La France m'a formé, mais l'Amérique m'a révélé. Et le feu que j'ai aujourd'hui, il ne brûle plus qu'en avançant. Alors je regrette rien, mais je pense pas honnêtement que j'y reviendrai, à part bien sûr si j'avais un projet exceptionnel sur les studios de cinéma, mais j'en doute fortement. Mais pourquoi pas? En tout cas, si tu es encore là, c'est que quelque chose a vibré en toi. Peut-être une colère, une tristesse, une résonance, peut-être aussi un rêve que tu avais enfoui et qui vient de se réveiller. Ce que je viens de raconter, c'est mon histoire. C'est pas un modèle, c'est pas une vérité absolue, mais une trajectoire et une promesse. La promesse que j'ai faite à ce jeune mec de 14 ans qui faisait des pompes et des abdos dans sa chambre et qui rêvait d'un jour où il serait respecté pour ce qu'il est. Pas pour son diplôme, pas pour son statut, pas pour son conformisme, mais pour sa rigueur, pour son feu, pour son courage. Et j'ai mis des années à comprendre que je changerais pas le système, que je ne convertirais pas ceux qui n'ont pas envie de se battre, que je ne guérirais pas les blessures d'un pays que j'ai pourtant tant aimé. Alors j'ai arrêté d'essayer de convaincre et j'ai commencé à construire.
Construire une vie libre, une vie choisie. Pas parfaite, pas lisse, pas sans douleur, mais une vie où j'ai plus à m'excuser d'exister. Je suis parti parce que j'ai tout fait. Et je suis resté ici parce que j'ai respiré pour la première fois depuis longtemps. Et aujourd'hui, je pense que je ne reviendrai pas. Parce qu'en France, je redeviens l'ancien moi, celui qui doit se cacher, celui qu'on juge, celui qu'on attend dans un moule. Et moi, je suis plus du tout ce mec-là. Alors oui, je pourrais revenir, pourquoi pas tourner une série un jour dans les nouveaux studios de cinéma qui vont s'installer à côté de chez moi, dans le sud, revivre cette énergie. Donc oui, si ça me donnait un nouvel élan, de la création, de l'impact, pourquoi pas? Parce qu'une fois que tu as goûté à la liberté, à la vérité brute de qui tu es vraiment, tu peux plus vraiment revenir dans une vie par défaut, une vie où on t'applaudit si tu rentres dans des cases et où on te fusille du regard quand tu sors du lot. Alors c'est pas un reproche, c'est juste un constat, mais j'ai plus besoin de me justifier, j'ai plus besoin de convaincre. Je vis, je crée, je transmets et surtout je trace ma route. Alors si tu es en train d'étouffer, si tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut mais que rien ne bouge, si tu as une flamme que personne ne comprend autour de toi, alors peut-être finalement que cette vidéo c'est pas juste un témoignage, peut-être que c'est un miroir. Je suis pas un gourou, je suis pas un modèle, je suis juste un homme qui a refusé de mourir à petit feu dans une vie trop petite pour lui. Et si j'ai un message à te faire passer, c'est celui-ci. C'est pas ton environnement qui décide de qui tu es. C'est pas ton entourage qui a le droit de poser des limites sur ta vie. C'est pas ton pays qui dicte ta destinée. C'est toi et seulement toi. Mais pour ça, il faut du courage. Il faut être prêt à tout perdre, à tout abandonner, à déranger, à être seul, à se réinventer, à devenir ce que tu as toujours su que tu pouvais être. J'ai pas fui la France, je me suis choisi. Et aujourd'hui, si je peux aider d'autres hommes, d'autres personnes à faire ce choix, alors tout ce chemin aura eu un sens. Alors merci d'avoir écouté mon histoire, merci d'avoir respecté mon parcours. Et si un jour tu croises ce même feu au fond de toi, souviens-toi d'une chose, on ne naît pas libre, on le devient. Si mon histoire t'a parlé, dis-moi-le en commentaire et si tu veux vivre ce nouveau chapitre, alors abonne-toi parce que c'est que le début.